Très bien, parfait. Alors bonjour à toutes et à tous, merci à toute l'organisation du congrès, merci à Baptiste pour l'invitation, et puis merci de m'avoir mise avant la présentation de Monsieur Payen, parce que comme ça, si ce que je dis vous intéresse pas, vous aurez de quoi vous rattraper. Alors, je vais vous parler de la dysfonction du tronc cérébral en réanimation. Alors c'est peut-être un concept que certains d'entre vous connaissent, peut-être d'autres moins, et donc je vais essayer de vous faire un petit peu l'historique de ce concept. Alors je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer. Alors d'où vient la dysfonction du tronc cérébral en réanimation ? Ça part de ça. Ça c'est quelque chose que vous connaissez, ça vous parle. C'est un patient de réanimation. Qu'est-ce qu'il a ? Il a plusieurs défaillances, il a des défaillances hémodynamiques, il a des défaillances respiratoires, et pour contrôler tout ça, il est profondément sédaté. Et alors, vous êtes là en neuroréanimation, donc vous êtes une petite niche qui parle un peu plus quand même de la neurologie, mais vous avez probablement dû entendre plusieurs fois, bon, la défaillance neurologique, c'est pas trop le problème, il est profondément sédaté, on verra la neurologie plus tard quand on arrêtera la sédation. Donc grosso modo, la défaillance neurologique du patient sédaté, c'est un peu la boule de cristal et on verra après. Alors la boule de cristal, c'est un peu séduisant, mais personnellement, je préfère la boîte noire. Alors pourquoi ? Parce que la boîte noire, on peut quand même essayer de communiquer un petit peu avec elle, on peut l'écouter, on peut enquêter, et on peut essayer de faire un peu comme Pierre Niney, quoi. Donc l'histoire de la dysfonction du tronc cérébral, elle date d'il y a maintenant une petite dizaine d'années, un peu plus, où notre équipe a commencé donc du coup à s'intéresser quand même à l'examen neurologique du patient sous sédation. Et alors, qu'est-ce qu'on a sorti des premières données ? Donc ça, c'est une étude qui date de 2011 sur à peu près 140 patients qui sont donc du coup profondément sédatés en réanimation. Donc c'est des patients à cette époque-là qui étaient non cérébrolésés. Et qu'est-ce qu'on en ressort ? On en ressort que déjà, l'évaluation neurologique du patient sédaté, elle est possible. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? On peut regarder les réflexes du tronc cérébral. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de patients chez qui ces réflexes du tronc cérébral sont présents et vont nous apporter des informations capitales. Par leur présence, mais surtout par leur absence. Et finalement, on se rend compte que perdre les réflexes du tronc cérébral sous sédation, c'est pas quelque chose de normal, et c'est même relié à un pronostic neurologique défavorable. On a retrouvé que la disparition du réflexe oculocéphalogire était associée à une altération du statut neurologique à l'éveil, donc des retards de réveil, des déliriums, des troubles de conscience un peu chroniques. Et on a trouvé que l'absence du réflexe de Toux, à la phase très précoce de la sédation, était reliée fortement à la mortalité. Alors, est-ce que c'est surprenant de retrouver que finalement, une altération du tronc cérébral, ça fait un mauvais pronostic neurologique ? Oui et non. Non, c'est pas surprenant, parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que le tronc cérébral, et on en a déjà un peu parlé là ce matin, c'est le carrefour de la réponse respiratoire, de la centre autonomique, de la gestion du coup cardiovasculaire, et puis des centres de l'éveil. Donc finalement, quand il y a une atteinte du tronc cérébral, on n'est pas choqué d'avoir des troubles de la conscience et du décès. Là où c'est un petit peu plus surprenant, et je vais revenir du coup sur les données de cette première étude, et notamment sur la répartition en fait de la disparition des réflexes du tronc, ce qu'on a appris longtemps, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la mort cérébrale ou les effets d'HTIC très importantes. Lorsqu'on perd normalement les réflexes du tronc cérébral, on les perd de manière anatomique et de manière rostrocaudale. On commence par les réflexes du haut, puis on les perd progressivement jusqu'à perdre le dernier du bas, qui est le réflexe de la toux. Et là, finalement, ce qu'on a vu chez ces patients-là, c'est que l'atteinte, elle était un petit peu variable, un peu anarchique, et que finalement, les patients pouvaient perdre des réflexes bas situés au niveau du tronc et conserver des réflexes haut situés. Ça, c'est un petit peu plus surprenant. Et puis, quand on est surpris par certaines données en médecine, une façon assez simple, c'est de voir si ça se confirme en faisant une deuxième étude. Donc, on a regardé de nouveau, toujours chez des patients profondément sédatés, non cérébrolésés, si on retrouvait la même chose dans une autre cohorte. Et finalement, oui. Alors déjà, on retrouve le fait que c'est toujours intéressant d'examiner un patient sédaté. On retrouve que la perte des réflexes du tronc s'est associée, en effet, à la mortalité. Et on a mis en évidence un pattern de perte des réflexes qui est un petit peu atypique et qui a attiré notre attention. On a grosso modo deux types de patients qui sortaient de la cohorte. Ceux qui perdaient le réflexe du tronc cérébral de manière à peu près homogène et légère, non significative. C'est le pattern A que vous voyez en rouge, moins relié à un mauvais pronostic neurologique, alors que le pattern B
que vous voyez en bleu, avec la perte des réflexes de tout, du réflexe à la grimace et du réflexe oculocéphalogire, était fortement associée à la mortalité. Alors si on reprend notre petit schéma et qu'on regarde du coup l'ordre dans lequel normalement on est censé perdre les réflexes, finalement là, ce qu'on regarde comme pattern, c'est un pattern de patient qui perd de manière assez homogène les réflexes qui sont à la partie finalement assez caudale du tronc, mais qui conservent en revanche les réflexes plus haut situés. C'est un petit peu embêtant. On a fait un score et on a regardé aussi si la proportion de perte des réflexes du tronc, indépendamment ou de manière combinée, était également reliée à la mortalité. Et on retrouve en effet un score qui fait que moins on a de réflexes du tronc, plus on meurt. Mais il y a une association qui a attiré notre attention, c'est celle du fait qu'on a encore plus de risques de surmortalité si finalement on perd le réflexe à la grimace alors qu'on a toujours le réflexe oculocéphalogire. Ce qui est quand même un peu discordant, parce que le réflexe à la grimace, il est en dessous, le réflexe oculocéphalogire, il est au-dessus, ce qui fait que finalement, on a l'impression qu'il y a une atteinte du tronc cérébral qui n'est pas anatomiquement expliquée, mais plutôt fonctionnellement expliquée. Et alors, qu'est-ce qui pourrait faire que chez nos patients de réanimation, qui ne sont pas cérébrolésés, on a une atteinte fonctionnelle du tronc cérébral? Eh bien, on en a parlé un petit peu ce matin. Le tronc cérébral, c'est quoi? C'est le carrefour de plusieurs choses, et notamment du système nerveux autonome. Alors, on a beaucoup parlé des efférences du système nerveux autonome ce matin, mais ce qui est très intéressant pour nous aussi, c'est les afférences du système nerveux. En fait, le nerf vague et tout l'ensemble du système nerveux rallient un tas d'informations systémiques, l'homéostasie et tout ça, au niveau du tronc cérébral. Et il y a des carrefours qui sont très fonctionnellement importants, notamment certaines zones comme le noyau du tractus solitaire ou l'area postrema. Et alors, on peut se dire, ok, très bien, il y a des afférences qui arrivent au niveau du tronc cérébral, mais pourquoi est-ce que cette structure précisément, elle serait plus sensible à l'inflammation que d'autres endroits du système nerveux autonome? Et bien finalement, il y a des études, et ça c'est anatomique pour le coup, et on le sait, il y a des endroits au niveau du système nerveux central, notamment les organes circumventriculaires, qui sont des zones du système nerveux central qui sont dépourvues de barrières encéphaliques. D'accord ? Parce que les tight junctions et les jonctions d'adhérence n'apparaissent pas à ces niveaux-là, et que donc du coup, il y a une porte d'entrée directe entre les afférences et le système nerveux central, notamment au niveau d'une zone dont je viens de vous parler, qui est l'area postrema, et qui est une zone qui est située à la partie caudale du tronc cérébral, qui reçoit, donc quasiment en premier finalement, dans les organes circumventriculaires, les afférences de l'ensemble des organes, et notamment les afférences inflammatoires. Et donc en partant de cette hypothèse-là, on peut se dire que finalement, lorsqu'on a ce pattern de patients qui perdent de manière fonctionnelle leur réflexe du tronc cérébral à la partie caudale, c'est potentiellement en fait le reflet d'une souffrance du tronc cérébral à cet afflux inflammatoire systémique. Et donc si on veut séparer un petit peu les deux patterns de patients que l'on a, on a des patients qui vont perdre certains réflexes du tronc, mais de manière homogène, de manière légère, et finalement c'est peut-être un peu l'effet de la sédation en lui-même. Mais les autres, ceux qui vont perdre finalement de manière probante et plutôt à la partie caudale les réflexes, vont peut-être ceux qui ont le plus d'inflammation et qui donc du coup sont le plus à risque derrière de décès. Alors, ok, c'est une jolie histoire. Est-ce que finalement on a des données dans la littérature qui peuvent conforter tout ça? Alors en effet, on a des données indirectes. Il y a des belles études qui ont été faites sur le fait que lorsqu'il y a une inflammation, notamment dans le sepsis ou chez les patients Covid qui sont très inflammatoires, il y a des signes indirects de souffrance en effet du tronc cérébral. Là, c'est une étude qui a été faite en effet sur du coup, le couplage cœur-cerveau qui montre qu'il y a une disparition de ce couplage, et on sait que le tronc cérébral est notamment très impliqué dans la mise en place de ces enjeux-là, mais vous l'avez vu ce matin. Et puis, chez les patients Covid, qu'on a examinés à la phase très précoce sous sédation profonde, on a mis en évidence qu'en effet, la dysfonction du tronc cérébral qui a été testée par le score de Brass que je vous ai montré est associée à la survenue de troubles neurologiques au réveil de manière plus importante que chez les patients qui n'avaient pas de dysfonction du tronc cérébral. Alors, bon, ça c'est bien, c'est un examen clinique, c'est des hypothèses scientifiques, mais on aimerait bien aller un petit peu plus loin dans la recherche pour essayer d'être sûr que ce qu'on voit dans la boîte noire, ça ressemble vraiment à quelque chose de cohérent. Alors on a essayé de chercher comment
est-ce qu'on pouvait interroger cette boîte noire du tronc cérébral autrement que juste par notre examen clinique. Et la meilleure façon d'analyser une boîte noire, c'est de regarder les signaux, et en fait, on a des moyens d'analyser l'activité électrique qui passe par le tronc cérébral à travers l'analyse des potentiels évoqués. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est les potentiels évoqués? Il y en a de plusieurs types. On fait une stimulation périphérique, sensorielle, qu'elle soit sensitive, auditive, olfactive, et on recueille sur le trajet de l'action sensorielle, l'activité électrique de la périphérie jusqu'à la zone corticale primaire dans laquelle, normalement, arrive l'influx. Alors, les potentiels évoqués les plus utilisés et ceux qui sont le plus à même d'être disponibles en réanimation, c'est les potentiels évoqués somesthésiques. Et ça tombe bien, parce que du coup, la voie somesthésique, elle passe par le tronc cérébral. Il y a plusieurs, donc du coup, zones où on capte l'information électrique, ce qui nous donne plusieurs potentiels évoqués. Et le potentiel évoqué qui est dans la zone du tronc cérébral, c'est le potentiel évoqué P14. Il vous parle probablement moins que celui des N20, qui est cortical et qu'on connaît bien parce que celui-là, on en a beaucoup entendu parler dans l'arrêt cardiaque. Alors, évidemment, nous, toute la chaîne nous intéresse, mais on s'est focalisé du coup sur ce qui se passe à partir du tronc cérébral. Et donc, on a fait une première étude pilote il y a quelques années, aussi sur des patients du coup sédatés en réanimation. Et alors, cette fois-ci, on a inclus des patients cérébrolésés et non cérébrolésés. Parce que je ne vais pas revenir sur les diapos juste avant, mais si on part du principe que le tronc cérébral est une zone qui peut être sensible de manière fonctionnelle à l'inflammation, elle peut venir de la périphérie, mais elle peut venir aussi du haut. D'accord ? Et donc on s'est dit que finalement, ce serait intéressant d'inclure aussi les patients cérébrolésés dans les études. Donc on a regardé si, finalement, l'activité électrique des potentiels évoqués était modifiée et si cette modification, éventuellement, elle était associée à une surmortalité. Et finalement, c'est là que ça a commencé à devenir intéressant parce qu'en effet, la partie de l'activité électrique entre la zone P14 du tronc cérébral et la zone corticale, lorsqu'elle est allongée, donc lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité électrique à partir du tronc cérébral, donc fonctionnellement il y a finalement une altération de la transmission électrique, et bien lorsque cet allongement est présent, il y a un risque de surmortalité chez nos patients. Alors ça reste de l'étude pilote, d'accord ? Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter du coup la dernière étude qu'on a faite nous, qui n'est pas encore publiée, qui est en cours de publication, qui est l'étude ProRétro, où là on a essayé de conforter l'idée de se dire ok, il se passe un truc au niveau du tronc cérébral, clinique et peut-être électrophysiologique. Ça peut être une façon objective de le mettre en place. Et donc, on veut confirmer, on veut voir si l'allongement de cette activité électrique du tronc cérébral, la P14, est réellement ou non associé à la mortalité précoce en réanimation. Donc, on l'a fait chez qui ? On l'a fait, comme je vous ai dit, chez les patients qui sont dans le coma. On a inclus les patients cérébrolésés ou non. Et on l'a fait chez ceux qui sont entre guillemets graves, donc potentiellement ceux à l'inclusion où on est sûr qu'on va les ventiler pendant au moins plus de 2 jours. Quand ? Donc du coup, toujours dès la phase aiguë de la réanimation, l'idée c'est de les inclure vraiment le plus précocement possible parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'évaluation neurologique la plus rapide possible et chez des patients lourdement sédatés. C'était une étude prospective multicentrique en Île-de-France. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une évaluation multimodale. Donc du coup, examen clinique, potentiel évoqué somesthésique. On a fait aussi de l'EEG, de l'imagerie, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Et ça, on a essayé de le réaliser le plus précocement après l'inclusion des patients, donc dans les 3 jours qui suivent la prise en charge. Il y avait plus de 1000 patients éligibles. À la fin, on en a gardé quand même franchement moins. Il y en a 322 qui ont été analysés dans l'examen clinique. Et puis finalement, on n'en a eu que 264 chez qui on a pu réaliser l'analyse multimodale AJ3. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Déjà, on a vu que les patients qu'on a inclus sont des patients qui ont un âge aux alentours de 60 ans. Il y a 50% à peu près de cérébrolésés dans notre cohorte, donc c'était plutôt assez intéressant de regarder les cérébrolésés et les non cérébrolésés. C'est des patients qui sont en médiane quand même assez graves, parce qu'ils ont un SAPS-2 à 49, et c'est des patients qui ont déjà une altération neurologique finalement un peu avant la sédation, parce qu'ils ont tous un Glasgow de 11, et par contre, à l'inclusion, finalement, ils sont sédatés, ils ont bien un Glasgow à 3. Donc, juste pour préciser, 98% de nos patients dans la cohorte que je vais vous montrer sont profondément sédatés. Et au moment de la réalisation des tests neurologiques, ils ont un RAS médian à -5, un BPS à 3. Et un Glasgow, bien sûr, qui est à 3.
Alors qu'est-ce qu'on a montré ? Finalement, on a montré qu'en effet, ça marche. Qu'est-ce qui marche ? Eh bien, chez les patients chez qui on retrouve un allongement de l'activité électrique P14, donc un allongement de cette activité électrique au niveau du tronc cérébral, il y a une association nette avec la mortalité et un odds ratio qui est aux alentours de 3, donc c'est quand même assez fort. Alors ok, c'est super, on a montré que ça marchait chez les patients cérébrolésés et chez les patients non cérébrolésés, avec une petite importance quand même significativement plus élevée chez les patients non cérébrolésés, ce qui va avec notre hypothèse que probablement en effet, plus il y a de l'inflammation, et c'est vrai qu'elle est plus importante chez les patients qui notamment sont septiques, que chez les patients qui ont une lésion cérébrale unique. Donc ça va avec l'hypothèse un peu du rationnel scientifique sous-jacent. Ce qu'on a vu aussi, c'est que plus il y a un allongement électrique, plus il y a un risque de mortalité. Donc finalement, il y a vraiment une corrélation entre l'allongement de l'activité électrique au niveau du tronc cérébral et l'augmentation du hazard ratio associé à la mortalité précoce. Alors ok, ça c'est la partie neurophysiologique. C'est bien, mais est-ce que c'est concordant avec le reste ? Donc on a regardé aussi ce que ça donnait au niveau clinique. Et au niveau clinique, finalement, ça ressort aussi, parce qu'on a remontré à nouveau dans cette cohorte qui n'avait rien à voir avec les précédentes et qui en plus était mixte avec des patients cérébrolésés, que la perte très précoce sous sédation du réflexe de Toux, donc AJ1 et AJ3 au moment de l'évaluation multimodale, était associée à la mortalité. On a également confirmé que la perte du réflexe pupillaire était associée à la mortalité, mais ça, on va en parler dans la présentation juste après. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé aussi notre fameux score, le score BRAS, là, qui regarde la façon dont les réflexes du tronc cérébral disparaissent, et on confirme que ce score est associé à une surmortalité. Donc que c'est pas seulement la perte des réflexes, mais c'est la façon dont on les perd, donc cette façon fonctionnelle et pas juste purement anatomique, qui est associée finalement à une surmortalité. Donc on a confirmé qu'il y avait bien une dysfonction clinique associée au pronostic précoce. On a regardé si finalement ça se confirmait sur d'autres paramètres neurophysiologiques. Et donc du coup là on a re-regardé ce qui se passait au-dessus du tronc cérébral. Et donc en effet, non seulement c'est l'allongement de la latence vraiment P14 au niveau du tronc, mais c'est aussi l'allongement de la communication entre la P14 et la N20 qui est le cortex, qui est également associé au mauvais pronostic. Donc on a confirmé le fait que la dysfonction du tronc cérébral est évaluable neurophysiologiquement et qu'elle a un rationnel par rapport à une surmortalité. Alors vous allez me dire, super, vous avez utilisé un bel outil, qui sont les potentiels évoqués, mais est-ce que finalement cet outil ne peut pas être influencé quand même un petit peu par le fait que les patients sont lourdement sédatés ? Alors on a regardé, parce que c'est une vraie question, et on a regardé déjà, si la sédation dans notre cohorte avait un impact sur la mortalité. Alors on a regardé sur les trois principales drogues utilisées, qui sont l'hypno, le propofol et le SUF. On avait dans notre cohorte certains patients quand même sous pento, parce que chez les cérébrolésés, il y avait de l'HTIC réfractaire. Finalement, c'est très peu de statistiques, et finalement, ces patients-là avaient des réflexes du tronc. Donc, on n'a pas fait l'analyse statistique là-dessus. Mais en tout cas, pour ce qui est des drogues usuelles, on a regardé, donc en effet, pour l'hypnovel, on a l'impression que ceux qui ont eu un petit peu plus d'hypnovel en dose cumulée quotidienne avaient une légère surmortalité. Ok ? Mais est-ce que ça veut dire que c'est relié à notre analyse neurophysiologique ? Finalement non, parce que si on regarde l'hypnovel entre les patients qui ont un allongement de la P14 et ceux qui n'en ont pas, ça devient non significatif, avec même dans le groupe des P14 allongés, des doses qui sont bien moindres finalement en hypnovel. Alors c'est pas choquant, parce qu'on n'a pas le temps de revenir sur toute la physiologie des potentiels évoqués, mais finalement, c'est une technique d'analyse qui est peu influencée par les drogues que nous, on utilise en sédation de réanimation et qui finalement reste reproductible et bien réalisable, même sur du pronostic précoce. Alors après, l'autre limite éventuelle de tout ça, dans nos hypothèses, c'est de se dire, ok, super, on voit qu'il y a un allongement électrique au niveau du tronc et au-dessus, mais est-ce que finalement cet allongement au niveau du tronc cérébral, il ne vient pas d'un allongement qui est bien plus précoce sur toute la chaîne de conduction électrique ? Donc ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu taraudé pendant longtemps, parce qu'en effet, si on revient très rapidement sur les potentiels évoqués somesthésiques, vous en avez probablement peut-être déjà vu faire, on stimule en fait au niveau du nerf médian, et on recueille au niveau plexique, au niveau médulaire, au niveau de cette fameuse jonction cervico-bulbaire, donc notre potentiel P14, et au niveau pariétal. Donc, les neurophysiologistes considèrent qu'on va analyser de manière
physiologique, donc dans le sens dans lequel va la conduction, les différentes stimulations qu'on recueille. Et donc avant d'arriver jusqu'à la P14, il y a deux autres, on va dire, points importants qui sont le point plexique et le point médulaire. Donc c'était quand même important de vérifier que notre allongement du tronc cérébral n'était pas dû à un allongement plus précoce. Et donc on a regardé les vitesses de conduction périphériques. Donc finalement ça c'est entre le point de stimulation et le plexus, d'accord ? Et on a regardé la conduction proximale, donc entre le plexus et la moelle. Et finalement, on a retrouvé qu'entre les patients décédés ou les patients survivants, il n'y avait aucune distinction en termes de conduction périphérique et proximale, et que finalement, elles étaient même toutes normales. Alors, c'est pas choquant, parce que finalement, la neuromyopathie de réanimation, même si elle arrive à une phase très précoce, que là, on est quand même très tôt, on est sur du J3, mais admettons, même si les patients en ont, finalement, la neuromyopathie de réanimation, c'est une atteinte plutôt myopathique ou axonale. Et donc, finalement, il va y avoir une diminution du potentiel d'action ou de l'excitabilité musculaire en elle-même. Mais il n'y a pas d'atteinte, on va dire, de la myéline qui a été décrite dans ces neuromyopathies. Et donc, du coup, la conduction en elle-même n'est pas, la vitesse de conduction n'est pas censée être altérée. Donc, finalement, quand on retrouve un allongement de la latence au niveau P14, c'est qu'elle intervient vraiment au niveau du tronc. Alors après, on ne va pas mettre une électrode au niveau du tronc cérébral, vraiment. Finalement, ce qu'on détecte, c'est un changement de potentiel entre le milieu médulaire et le milieu bulbaire. Donc c'est sûr que ce n'est pas aussi précis qu'on voudrait, mais finalement, ça s'intéresse à la partie caudale du tronc cérébral, et c'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc on a considéré que c'était quand même quelque chose qui représentait la zone d'intérêt. Et puis ce qu'on a montré aussi, si vous arrivez à suivre, c'est que entre la P14 et la N20, donc sur le trajet entre le bulbe et le cortex, l'allongement était aussi relié à une surmortalité. Mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que finalement, l'abolition de la N20 ou l'allongement de la N20, on n'a pas retrouvé d'association à la mortalité, parce que tout simplement, on a retrouvé très peu d'abolition de N20 dans nos cohortes et très peu d'allongement de la N20. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Et bien en fait, c'est possible. Il y a un ralentissement qui se fait au niveau du tronc cérébral, il y a un ralentissement de la conduction derrière, mais en fait, il est possible d'avoir des rattrapages au niveau cortical avec une réaccélération secondaire. En tout cas, c'est les hypothèses qu'on en fait, parce que vraiment, l'altération qu'on trouve, elle est située au niveau P14 et entre la P14 et la N20. Alors pour conclure, eh bien, toute cette histoire, ça montre que l'examen neurologique du patient profondément sédaté, oui, c'est possible, c'est faisable et il faut le faire. Que c'est possible de détecter une dysfonction du tronc cérébral, qu'elle n'est pas anatomique, mais qu'elle est plutôt fonctionnelle, qu'on peut la détecter cliniquement et neurophysiologiquement, qu'elle est associée à quelque chose quand même qui est très fort, qui est la mortalité précoce, et que finalement, c'est intéressant de le regarder chez les patients cérébrolésés ou non cérébrolésés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet? Oui, je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, bonjour. J'avais juste une question. Quand vous dites que l'allongement de P14, vous regardez des deux côtés? Alors c'est une très bonne question. En effet, si on part juste en analyse de potentiel évoqué, par exemple dans le patient post-anoxique, on attend toujours un allongement ou une abolition bilatérale. Là, on a fait ce qui se fait en pratique courante en neurophysiologie, c'est qu'on a regardé la pire des réponses. D'accord ? Donc finalement, à chaque fois, on a regardé ce qui pouvait être le plus délétère pour nos analyses statistiques, et donc on a pris que le côté où la réponse était vraiment... en fait, finalement, la moins bonne, ça veut dire la plus rapide, parce que si finalement on a une réponse rapide qui est allongée, ça veut dire que finalement les deux sont allongés. Donc on a regardé le côté qui est le moins allongé, parce que finalement, c'est ce qu'on fait en pratique, on prend toujours la meilleure des réponses cliniques, et donc finalement, c'est la moins bonne au niveau neurophysiologique, et donc grosso modo, on a considéré que s'il y avait un allongement, même minime d'un côté, c'est qu'il était des deux, et donc on a pris finalement la réponse qui était la plus courte. J'ai une deuxième question. Pourquoi avoir choisi les PES et pas les PEA, du coup, pour étudier le fonctionnement du tronc cérébral ? Alors, très bonne question, parce que pour le coup, autant je vous ai dit que les PES étaient très peu altérés par la sédation, et ça c'est vrai, autant c'est beaucoup moins vrai pour les PEA. Alors après, on l'a regardé aussi, les PEA, je ne vous ai pas montré les données. Dans la première étude qui avait été faite, l'étude pilote,
il y avait une corrélation entre l'allongement de la réponse 3 et 5 des PEA, mais pas avec la mortalité, avec le retard de réveil. Et ça s'est confirmé aussi, nous, dans l'étude. Mais là, j'ai présenté les données sur la mortalité, parce que c'est plus robuste et probablement plus reproductible avec des PES. Et que les PEA, c'est des réponses qui sont moins fiables et en tout cas beaucoup moins présentes, avec une proportion dans l'étude qui est finalement trop basse pour être considérée comme cliniquement interprétable. Et donc, du coup, là, la sédation a un vrai impact sur les PEA. On peut quand même les interpréter, mais chez moins de malades. Thomas qui a une question, je ne sais pas s'il y a le micro. Ouais. Est-ce que c'est des dysfonctions qui, chez certains patients, récupèrent, et chez d'autres, ne récupèrent pas? Et la deuxième question, un peu en corollaire, c'est vous avez une association au pronostic, et votre idée, c'est est-ce que c'est un facteur de gravité, finalement, comme un autre, ou est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi certains patients ne vont pas progresser et vont finalement mourir? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Alors, pour répondre à la première question, parce que finalement ça va avec la deuxième, on a regardé un petit peu, pour l'instant c'est pas des données qu'on a publiées, puisqu'on a moins de suivi à long terme, hein. Il y a quand même beaucoup de patients qui décèdent, malheureusement. Et donc finalement c'est quelque chose qui se récupère, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une abolition ou un allongement précoce de la P14 que ça va perdurer dans le temps. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que s'il y a une abolition ou une diminution très précoce, même si on la récupère, on garde un pronostic neurologique défavorable. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça revient un petit peu au corollaire sur les analyses de l'EEG, de la réactivité très précoce, par exemple chez le patient en arrêt cardiaque. On se rend compte que finalement, les enregistrements très précoces sont beaucoup plus corrélés à la mortalité que ceux qu'on fait un petit peu plus tardivement, même si on récupère certains éléments. Et que finalement, la récupération, c'est pas le signe d'une récupération au niveau fonctionnel et au niveau du pronostic. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment resté sur cette analyse précoce et on pense que c'est quand même un marqueur de, finalement, de la sévérité, c'est sûr, mais plutôt du reflet de l'adaptabilité du patient à cette sévérité clinique et que ça va perdurer dans le temps. Et pour votre hypothèse neuro-inflammatoire sur cette dysfonction cérébrale, du tronc cérébral, vous avez des arguments, vous avez dosé des biomarqueurs dans votre cohorte, dans le sang et le LCR? Alors malheureusement non, parce que le design de l'étude il est un peu ancien et que l'argent c'est le nerf de la guerre et on n'a pas eu assez de financement pour les dosages des marqueurs sanguins. Par contre c'est une vraie question. Là maintenant qu'en fait cette hypothèse elle s'est confirmée quand même, parce qu'on attendait vraiment de confirmer les données. Avant c'était quand même assez préliminaire et un peu surprenant, donc là on a envie d'y croire. Donc l'idée maintenant, c'est d'y associer en effet vraiment toute une analyse des marqueurs du tronc cérébral et de voir si finalement ce taux d'inflammation qui est supposé être le déclencheur en fait de la dysfonction fonctionnelle, il est vraiment réel ou pas chez nos patients. Et ça, il faut qu'on le confirme. Dans votre population, là, il y avait une population de cérébrolésés et une population non cérébrolésée. Vous avez regardé en sous-groupe s'il y avait des différences, si ça tirait plus d'un côté par rapport à l'autre? Alors, très bonne question. On a regardé en effet dans les deux groupes. Alors, il n'y a pas de différence en stratifiant sur le groupe cérébrolésé ou non cérébrolésé pour l'allongement de la P14. En revanche, en effet, on a l'impression qu'il y a un surrisque de mortalité chez les patients non cérébrolésés, ce qui va un peu avec ce rationnel de l'inflammation et tout ça, parce qu'il y a de l'inflammation descendante au niveau du tronc chez les cérébrolésés, mais elle est peut-être moins importante parce que c'est pas exactement les mêmes phénomènes inflammatoires que l'inflammation périphérique. En revanche, c'est vrai qu'en stratifiant sur la lésion cérébrale, ça reste dans tous les cas significatif. J'avais une question un peu proche des précédentes, c'est du coup donc l'hypothèse c'est la neuroinflammation et donc l'idée, votre perspective, c'est de se dire on va essayer d'épargner le cerveau de cette neuroinflammation ou bien on se dit finalement c'est pas important parce que c'est ce qui s'est passé à côté qui est déjà grave et c'est juste un marqueur de gravité et même si on bloquait cette passerelle ça changera rien au pronostic. Enfin, je vais savoir comment vous voyez les choses vous. Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je pense qu'on n'y a pas encore répondu, parce que finalement, ce qui nous perturbe, c'est que les gens qui récupèrent les potentiels évoqués, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils progressent, mais en effet, ceux-là, on n'est pas intervenu finalement sur la dysfonction. Non, si, on a quand même envie d'intervenir, et un des moyens d'intervenir, c'est toute l'afférence en fait au niveau du système nerveux autonome. Là, l'idée, ce serait peut-être d'agir du coup sur ce système nerveux autonome chez les patients qui présentent une dysfonction précoce, et de voir si l'effet pro-inflammatoire, par exemple, je vais dire des bêtises, mais par la stimulation du nerf vague ou ce genre de choses,
chose pourrait permettre d'améliorer en fait la récupération et du coup le pronostic. Donc oui, l'idée c'est d'aller essayer de faire un peu de thérapeutique. Un grand merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va enchaîner. On va accueillir avec grand plaisir Jean-François, qui va nous parler de neuropronostication avec un petit appareil qui fait beaucoup de bruit, le pupillomètre, dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Alors, ouais, en fait, j'aurais pas dû faire ce topo. Ah oui. Ah oui, la diapo. Tu peux lancer le bignou. Pupillo. Ouais, je disais, ouais, je suis un deuxième choix parce que ils vont quand même pas faire venir des retraités pour faire des topos là. Donc non, mais je remercie beaucoup les organisateurs et je félicite Baptiste pour l'organisation de ce congrès. C'est toujours un grand plaisir. Moi, je vais effectivement reboucler avec ce qui vient d'être dit par Éléonore en retenant de ce qu'elle nous a dit dans mon petit cerveau, c'est que dans l'examen des réflexes du tronc cérébral, il y a des réflexes qui sont non sensibles à la sédation et d'autres qui le sont. Donc je vais aller un petit peu dans ce champ-là. Et dans ce qui n'est pas sensible, c'est effectivement les réflexes caudaux. Et elle a démontré avec effectivement beaucoup d'à-propos comment on quantifie cette dysfonction du tronc cérébral avec les PES. Donc là, on va aller sur un appareil. En fait, le message qu'on veut, je pense, faire passer, c'est qu'il est temps maintenant de considérer que l'examen clinique des patients cérébrolésés sur le tronc cérébral, il peut être pris en défaut. Et donc, il va falloir maintenant commencer à réfléchir sur un appareillage, un monitoring pour, et vous l'avez vu, répondre à la question, y a-t-il ou pas une dysfonction du tronc cérébral? Bref, tout ça pour vous dire que on va parler de la pupillométrie et de l'arrêt cardio-respiratoire. On ne m'a pas dit trauma crânien, donc je vais rester dans le thème. Mais ça marche pas. Hein? Celle du bas. Ah ben c'est pas... Bon, voilà mes conflits d'intérêts. Alors là, pas d'injure, hein, c'est juste une représentation. Alors c'est ici, voilà. Bon, juste pour vous rappeler que le réflexe photomoteur, on parle que du photomoteur, il est effectivement situé haut, il est dans le mésencéphale. Vous avez les autres réflexes dont on a parlé à l'instant, et il est médié effectivement par le nerf oculaire moteur commun, le 3, qui provoque une constriction parce qu'il y a un contingent parasympathique qui est présent dans ce nerf-là. Alors, quand vous faites ce réflexe, ou quand vos infirmiers font cette mesure du réflexe, est-ce que c'est pertinent? Et là, la première étude, je crois, qui a été faite et qui a comparé l'examen fait au lit du patient avec le petit stylo lumineux et la pupillomètre, c'est à Marseille. Voilà, ils ont 59 patients, ils ont fait un certain nombre de mesures et ils ont défini une pupille qui était dite réactive cliniquement. S'il y avait une modification de 15%, c'était en gros une diminution de 0,3 mm sur une pupille de 2 mm au départ. Or, vous savez que l'acuité visuelle nous permet de distinguer une variation de la pupille aux alentours de 0,3, 0,5 mm maximum. Donc, on était à la limite. Et quand ils font cette étude-là, ils s'aperçoivent qu'il y a effectivement, dans 20% des cas, des réponses données par l'infirmier qui sont erronées, que dans plus de 50% des cas, une anisocorie n'est pas détectée, une anisocorie supérieure à 1 mm. Et donc, le message qui était ici, c'était de dire, attention, cet examen-là, il est très important,
mais on fait un nombre significatif d'erreurs. Et partant de là, on va sans doute prendre des décisions qui ne seront pas forcément adéquates. Alors vous allez me dire, bah, c'était Marseille, c'était 2016. Non, mais en tout bien, tout honneur. Ne t'énerve pas. Et donc, finalement, j'ai retrouvé des années plus tard une autre étude qui a été faite, répondant à la même question, mais cette fois-ci sur des patients ayant fait un arrêt cardiaque. Et là, ils font un design d'étude qui est un tout petit peu plus, on va dire, élaboré, puisqu'ils vont avoir 2 observateurs, ils vont avoir 2 pupillomètres, et ils vont faire une mesure de répétabilité des évaluations. Donc, tout ça, ça vous fait un certain nombre d'examens, et il y a 4 mesures par patient. Et ils vont faire une présentation sur un blanc Altman, mais il n'y a même pas besoin de regarder les résultats. On voit visuellement que la dispersion des points quand on est en mode manuel, que ce soit en intra-observateur, donc le même observateur va répéter son examen, ou en inter-observateur, les 2 observateurs vont faire aussi la mesure, vous voyez évidemment que la dispersion des points est beaucoup plus importante que quand on commence à utiliser un pupillomètre. Alors, ça permet de voir les pupillomètres. À ma gauche, un Français, à ma droite, un Américain. Alors, comme maintenant, ils vont nous mettre des droits de douane sur les vins français, on va faire des droits de douane sur le pupillomètre. Hein. Et donc, mais en gros, vous avez des appareils qui vont vous donner un certain nombre de mesures et des index, le QPI et le NPI, qui sont très proches et qui vous permettront, on va le regarder, d'avoir effectivement un indice pronostic dans l'arrêt cardiaque. Alors, en pupillo, le principe, c'est une mesure, c'est un film, donc en infrarouge, on mesure la surface de la pupille, qui va se constricter au moment du flash lumineux, et c'est converti, cette surface, en diamètre. Et vous avez des mesures qui sont assez précises sur la vitesse avec laquelle la pupille va se constricter, la latence, c'est-à-dire le délai après juste le flash lumineux qui permet à la pupille de commencer à se constricter, et puis l'amplitude de cette constriction. Et donc, ceci nous amène à la construction d'un index qu'on appelle le Neurological Pupil Index, NPI, et le QPI sera le même. Et ça, c'est un peu une boîte noire, c'est propriété de la boîte américaine qui l'a développé. Et ce NPI va de 0 à 5. Et il est normal quand vous êtes à 3, 4 et 5, il est anormal si vous êtes 0, 2. Et ça a été validé chez des gens qui avaient une mesure de pression intracrânienne. Ça, c'est le premier papier qui a été sorti là-dessus, avec des patients qui avaient une pique qui était en dessous de 20 et un NPI qui était dit normal, versus des patients qui avaient une hypertension intracrânienne avec un NPI qui était pathologique. Un petit problème avec l'appareil américain, c'est simplement qu'il n'y a pas d'œilleton. Donc là, on s'approche de l'œil, on ne touche pas, et donc l'œil, il est sensible évidemment à la lumière ambiante. Donc la lumière ambiante, vous voyez, quand on fait chez des volontaires les différences entre, ici on est la nuit, ici c'est le jour, vous voyez, il y a quand même un effet de la lumière sur les mesures. Ça se revoit aussi chez les patients de réa. Par contre, c'est gommé dès lors qu'on va utiliser ce NPI qui fait, donc, comme je vous l'ai dit, un condensé. Ça a été fait sur un nombre, des milliers de mesures. Ça fait un condensé entre un petit peu de latence, un petit peu d'amplitude et un petit peu de vitesse de constriction. Alors, l'appareil français, il est en tout point proche de celui qui a été développé aux États-Unis, sauf que là, vous avez un œilleton qui vous évite d'avoir une sensibilité à la lumière. Vous avez aussi un autre avantage, c'est que vous avez un index de fiabilité de la mesure,
parce que ce n'est pas toujours facile quand vous faites de la pupillométrie de vous retrouver avec parfaitement décrit la pupille qui va être parfaitement imagée par la caméra. Donc il y a une qualité, il y a un index de qualité qui vous permet de dire oui, ma mesure elle est fiable. Et puis après, vous avez ce qu'on a vu ensemble, hein, les différents paramètres. Ça vous permet ensuite d'avoir une mesure QPI qui est ici, hein, qui va être en tout point la même chose que le NPI, avec un système entre 0, 1 et 2, le QPI il est aréactif ou faible. 3, on est effectivement dans une zone intermédiaire. Et 4, 5, effectivement, on est très bon. L'anisocorie, elle est mesurée et elle est quantifiée. Je vous disais que l'anisocorie, elle n'est pas facile à regarder quand on est en situation clinique. On peut faire des erreurs. Donc, ça, c'était la présentation un peu des appareils, de l'appareil de pupillomètre. Vous choisirez ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est important. Maintenant, venons à l'arrêt cardiaque. Et de quoi parle-t-on? L'arrêt cardiaque, vous voyez, c'est ça, c'est la survie à la sortie de l'hôpital. Alors, il y a une variation entre 0 et 18%, mais ça, c'est les données des recos de 2021 de l'European Resuscitation Council, pardon. Et donc, c'est 8%. Et puis, c'est un peu meilleur en termes de survie, entre 15 et 34% pour l'arrêt intra-hospitalier. Et là, dans ce papier, dans cette revue, moi, c'est ça qui m'a fait un peu bondir. Dans les pays qui ont la possibilité de faire des limitations des thérapeutiques actives, ils ont 90% de bons devenir. Elle n'est pas belle, la vie? Ouais, je vais limiter tous ceux qui ne me plaisent pas. Et puis, ça s'appelle de la prophétie autoréalisée. Et dans les pays sur lesquels la LATA n'est pas autorisée, évidemment, on va avoir beaucoup plus de malades avec des mauvais pronostics. Donc ça, c'est, je dirais, on touche du doigt la problématique de définir des méthodes qui vont prédire le devenir des patients, parce qu'on va forcément, pour valider un score, être obligé de faire des associations entre des données rétrospectives et le devenir. Et donc, il faut à ce moment-là construire des corps d'apprentissage, puis des corps de validation. Ce n'est pas toujours fait dans les études qui ont été proposées sur l'arrêt cardiaque. Et puis ensuite, il faut qu'on choisisse quelle finalité. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux. On ne peut pas dire à la fois je vais prédire le bon pronostic ou prédire le mauvais pronostic. On choisit. Vous choisissez soit de prédire à coup sûr le mauvais pronostic pour vous permettre de prendre une décision de l'ATA, ou bien vous choisissez de prédire le bon pronostic pour aller davantage dans l'intensité thérapeutique. Évidemment, vous le savez, dans l'arrêt cardiaque, on va essayer d'avoir aucun faux positif, aucun patient chez qui on va dire « Ouh là là, c'est gravissime » et puis il va se retrouver avec effectivement un score neurologique qui n'est pas si pire. Et le problème, et ça reboucle avec ce qui a été dit tout à l'heure, le problème c'est que vous avez, quand vous faites un certain nombre d'études ou quand vous regardez les facteurs qui sont associés à des éveils tardifs, qui ne sont pas forcément de bons pronostics, mais vous avez dans l'arrêt cardiaque des malades, dans cette étude-là, et c'est ça qui avait fait bouger pas mal les choses sur les dernières recommandations, vous avez des malades qui vont avoir des éveils tardifs. Éveil, c'est-à-dire après 48 heures, après l'arrêt de la sédation. Et dans ces variables identifiées, il y avait l'absence des réflexes du tronc. Alors j'ai été regarder je ne comprenais pas. Et en fait, c'était une analyse clinique des réflexes du tronc. Donc ça reboucle ce qu'on a dit tout à l'heure. Attention, l'examen clinique des réflexes du tronc peut nous mettre en défaut sur il y a ou pas une absence de réactivité à la pupille, etc., etc. Et donc cette étude-là a été, on va dire, le point de départ pour les recommandations qui étaient 1. On commence à s'intéresser à la pronostication après 72 heures, après l'admission en réanimation, après arrêt cardiaque, chez les malades qui ont un Glasgow
moteur 1 à 3, donc avec absence ou que des réactions stéréotypées, et on est en multimodal. On ne demande pas à un examen de donner le pronostic des patients. Et donc ici, il y a ce schéma-là, et les recos, elles datent de 2021. Vous avez ici le mode d'entrée, c'est les patients effectivement qui sont en M03 et à 72 heures, sans facteur confondant, ils ne sont pas conscients. Et à ce moment-là, vous devez avoir parmi cette liste-là au moins 2 critères qui sont absents, la pupillo, le N20 bilatéral, un EEG malin, une ESE supérieure à 60, un état épileptique, enfin de myoclonie, pardon, ou des lésions visibles au scanner ou en IRM. Et si vous avez la présence d'au moins 2 de ces paramètres-là, vous pouvez être à peu près sûr que le pronostic neurologique sera mauvais. Ça a été redit sous une autre forme dans cette, on va dire, dans ces recommandations, qui était de dire ici, vous voyez, prédiction du mauvais pronostic neurologique, attention, première ligne, attention, l'examen de la pupille par on va dire, par les signes cliniques peut être très spécifique, mais il y a des faux positifs qui apparaissent dans 6 à 7% des cas. Or, on essaie de limiter au maximum, en dessous de 5%, les faux positifs. Et donc, il nous faut, à ce moment-là, peut-être utiliser la pupillométrie quantitative qui peut avoir un intérêt pour donner des résultats plus précoces et surtout plus spécifiques. Et donc, la première étude qui a été faite dans ce cas de figure, des patients survivants après arrêt cardiaque, ça a été une étude faite à Lausanne, où cette fois-ci, on ne parle pas encore d'un index, le NPI viendra plus tard, on est simplement sur la pupillométrie quantitative, donc la mesure du réflexe photomoteur quantitatif, et on regarde sur, vous voyez, c'est une variable continue, on regarde ce qui se passe à l'admission H48 entre les patients qui vont avoir un bon pronostic et ceux qui vont avoir un mauvais pronostic mesuré par la CPC à 3 mois. Et vous voyez qu'à l'admission, il y a encore des patients qui peuvent avoir un bon pronostic alors que la pupillométrie était on va dire, pas bonne. Et à H48, on arrive finalement à distinguer à peu près bien les deux populations. Et dans cette étude-là, ils avaient dit que une constriction ou un photomoteur inférieur à 13% pouvait prédire le mauvais pronostic à 3 mois avec 0% de faux positifs sur une population de 50. On a fait, nous, la même chose un peu plus tard, avec un peu plus de patients. Et cette fois-ci, on était à H24. Les patients, à l'époque, étaient encore en hypothermie avec sédation. Et cette fois-ci, on était un tout petit peu plus conservateur, puisque dans cette étude-là, on était descendu à 7% pour prédire le mauvais pronostic à 3 mois. Mais ça restait encore des études avec des effectifs faibles et avec une prise en charge, à l'époque, qui n'était pas celle que nous faisons maintenant pour les arrêts cardiaques. Et puis, on avance un peu, on revient un petit peu plus récemment. Ici, en 2018, il y avait 10 centres qui avaient participé. On a un effectif qui commence à devenir un peu plus consistant. Là, cette fois-ci, on va introduire l'index NPI, plus le photomoteur standard à l'admission. On répète les mesures à H24 à H48. Et là, cette fois-ci, on voit que le NPI, il distingue assez bien les populations de patients, ceux qui vont avoir un bon pronostic ici, ceux qui vont avoir un mauvais pronostic. Et vous voyez, à partir entre 0 et 2 de NPI, aucun patient ne va se retrouver parmi les patients qui auront un bon pronostic neurologique. Donc, NPI 0 à 2 semble être un index intéressant pour prédire le mauvais pronostic à 3 mois. Et dans cette étude-là, à 48 heures, quand on fait la mesure, on voit qu'il y a, sur cette ROC analyse, effectivement, une progression dans la discrimination des patients qui vont avoir un mauvais pronostic par rapport à la mesure du photomoteur standard.
Une étude encore plus récente, mais moins de patients, mais ceux-là, ils vont faire de la mesure NPI répétée, et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'ils ne vont pas se contenter de dire « oh là là, NPI 0,2 », et puis ils vont considérer qu'il y a peut-être une variable continue, ils vont définir le cut-off, vous voyez, avec un NPI qui serait, parce que ce n'est pas donné par les appareils, à 2,4 ou 2,3 pour, là encore, avoir un taux de faux positif le plus faible possible pour prédire le mauvais pronostic neurologique de ces patients. L'avantage ici, c'est que cette fois-ci, on est précoce. On se dit, tiens, là, on peut commencer à prédire quelque chose, vous voyez, dès l'admission ou même dans les 6 premières heures. Et enfin, on arrive à cette étude qui est la plus récente, hein, elle est sortie il y a, je crois, 2 mois, où là, c'est 710 patients. Elle vient de Danemark, je crois, un pays scandinave. Là, ils font l'étude pour revalider les valeurs de NPI 0,2 et le photomoteur quantitatif inférieur à 4%. Le photomoteur, alors, et ils font des mesures à l'admission, H24, 48, 72 heures. Et vous voyez ici que la distinction, elle n'est pas forcément évidente entre les patients qui ont un bon pronostic, ils sont en vert, et les patients à un mauvais pronostic, ils sont en rose, quand on utilise le photomoteur quantitatif, avec la barre à 4%. Vous voyez, il y a encore des patients verts là, qui sont ici. Par contre, le NPI a effectivement, de manière répétée, bien distingué les patients qui vont avoir un mauvais pronostic des patients qui vont bien évoluer. Et avantage aussi, c'est que quand on combine la mesure du NSE avec les mesures de pupillométrie, on augmente la performance de ces 2 mesures ensemble. Donc la NSE, c'est intéressant, on sait que le seuil est à 60 microgrammes par millilitre, et quand on fait de la pupillométrie quantitative, on va augmenter encore la performance de cette prédiction. Pour terminer, juste un mot sur les limites de la pupillométrie quand on fait du photomoteur. Bien sûr, vous avez les altérations oculaires, les altérations neurologiques. On a parlé tout à l'heure de la dysautonomie. Et effectivement, la dysautonomie, qu'elle soit diabétique ou neurologique, etc., ça peut avoir une influence sur le photomoteur. La lumière ambiante, j'en ai parlé. La sédation. La sédation, oui, la sédation, c'est un facteur qui va ralentir les paramètres que vous mesurez au cours de cette pupillométrie. Il y avait cette étude-là qui date un petit peu, et là, plus récemment, vous avez une étude japonaise qui a comparé plusieurs, on va dire, et c'est chez des patients en chirurgie, hein, mais c'est plusieurs protocoles d'anesthésie. Vous voyez, séborane avec du rémifentanil, séborane pur, desflurane, rémifentanil, propofol, rémifentanil. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que sur le NPI, et donc sur le QPI, j'espère, il n'y a pas d'effet des morphiniques, il n'y a pas d'effet des curares non dépolarisants. Par contre, et ça reboucle avec ce que nous a dit Isabelle tout à l'heure, les halogénés ont un effet plus important que le propofol sur le NPI. Donc attention, les halogénés, on commence à les utiliser de plus en plus en réanimation. Je pense que dans l'arrêt cardiaque, à mon avis, ils n'ont pas leur place. En tout cas, il faut penser que cette mesure-là peut être affectée davantage que si les patients sont sous propofol. Mais là, je dirais quand même que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire de la pupillométrie quantitative, même à la phase précoce, chez les malades qui sont encore sous sédation par propofol. Voilà, en conclusion, je pense que maintenant, c'est pas... je suis encore un modeste retraité, mais je pense que maintenant, ce n'est pas un appareil qui est très coûteux, mais ça doit devenir un outil de monitoring à l'admission de vos patients cérébrolésés. Franchement, c'est dommage, ou ça vous donne, vous vous privez d'une information à l'arrivée de vos patients, trauma, arrêt cardiaque, etc., qui est pertinente et qui peut vous
vous guider dans les stratégies thérapeutiques que vous allez prendre après. Je vous ai montré qu'on peut avoir probablement précocement une estimation pronostique du devenir défavorable si on utilise ces index-là, plus que sur la pupillométrie quantitative, donc entre 0 et 2, que c'est à intégrer avec une évaluation multimodale. Donc NSE, ça maintenant on le fait tout le temps, et puis les PES et les EG. Il y a pour moi encore deux questions, c'est quid des valeurs quand on a un NPI entre 2 et 3, c'est pas donné, mais quand vous avez un NPI à 3, voilà, on dit que c'est bon, on ne sait pas encore si c'est tout à fait bon tout le temps. Et puis, on n'utilise pas, à mon avis, la vitesse de récupération de ce photomoteur après la simulation lumineuse. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, pas que des bouteilles de vin hier soir. Et maintenant, je me suis abonné à cette nouvelle revue. Merci encore. Merci beaucoup. On peut faire un rapide sondage là dans l'assistance. Qui a un pupillomètre dans son unité maintenant? Pourquoi on a fait la question? Bah voilà. En revanche, qui arrête un patient sur un NPI à 0 sur le premier jour? Le premier jour à J0. Je te vois venir. Vas-y, allez, continue. Enfin, là, alors, Lionel, il y a deux petites choses. Hein. On parle de l'index. Hein. L'index qui est une mesure qui est assez globale. On ne sait pas trop bien ce qui est mesuré dedans, parce que la constriction pupillaire, effectivement, elle est prise en défaut. Mais l'index NPI-QPI, il est plus robuste. Mais il n'y a jamais 0%. Bon. Et ils viennent en réa? Ils sont au déchocage. Puis voilà, on dit mydriase bilatérale à réactive. C'est la mydriase bilatérale à réactive dont tu parles. Bon, écoute, ça existe. Alors, il faut éviter les facteurs confondants. Je n'ai pas reparlé de ça, mais les facteurs confondants, s'ils ont été beurrés d'adrénaline, s'ils ont eu... Non, mais il y a plein de facteurs confondants. Ça, ce que j'essaie de vous faire dire, c'est on le fait que si on a éliminé l'hypothermie, les intoxications, l'adrénaline à haute dose, etc., etc. Tout ça, c'est une liste de choses qu'il faut éviter d'avoir pour prendre une décision. Mais rien ne presse. Moi, j'ai dit que là, actuellement, on peut faire de la pronostication dès la 24e heure, mais si on reste dans les recos, on attend 72 heures pour avoir une liste de critères. Je rappelle que c'est des critères où on en a au moins deux. Au moins deux. Donc on ne prend pas des décisions sur le NPI. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Gérard qui avait une question. Je passe le micro. Ah pardon, tu fais En fait, c'était lié, c'était sur les facteurs confondants. J'avais la question de la température, à partir de combien c'était validé, entre guillemets. Écoute, c'est... de toute façon, maintenant, on est au-dessus de 35.
Au-dessus de 35. J'ai pas vu d'études où on avait... En dessous, c'est sûr, il ne faut pas. Les grands hypothermes, on ne peut pas avoir de mesures correctes. Donc après, c'est ça. L'Agence de biomédecine nous propose d'utiliser la pupillométrie comme moniteur de la persistance du décès chez des patients qui sont déclarés morts et qu'on met sous assistance circulatoire dans l'hypothèse d'un prélèvement cardiaque. Est-ce que ça te paraît pertinent ? Je pense que non. Je pense qu'on fait une confusion entre la mort cérébrale et l'absence d'un réflexe du tronc. Et je pense que on ne répond pas à la question. Pour moi, vous avez des critères de mort cérébrale, en particulier l'apnée, l'absence de réflexe de la ventilation sur l'épreuve d'apnée, qui est très bien codifiée. La pupillo, là, pour le coup, on n'est pas au même niveau. Et puis, c'est pas la même définition. Je te parle des patients M3. Alors, eux, ils ne sont pas en mort cérébrale et on les a inondés de sédation. Donc, tout ce qui est pollué par la sédation, on jette à la poubelle. Et donc, il reste la pupillométrie. Mais moi, ce que je crains, c'est que dans cette circonstance-là, il y ait des faux négatifs. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver avec un réflexe à 6%, par exemple, et que ça plante oui. la procédure. Oui. En tout cas, il y a zéro data dans la littérature. Non. Et on est en train de s'embarquer sur un quand truc... j'ai vu passer le texte, là, je me suis dit, mais c'est... Mais t'as rien dit. Bah, j'ai plus rien à dire. Si, parce que tu connais bien la pupillométrie. Et je regrette que personne n'ait rien dit à la NARF, parce que les professionnels de l'activité cérébrale, c'est nous. Allez, bim, prends ça. C'est un peu comme les 70 ans ou 65 ans, c'est qu'on fait un critère restrictif au début et on détendra tranquillement quand on aura un peu compris. Nous, on a regardé sur Genève, là, sur les DAC, de manière systématique, après la remise en place de l'ECMO, il y avait 0% de variabilité. Sur ce qu'on a fait, on en a une vingtaine. Mais pour l'instant, on n'a pas publié les données. Avec le ballon. Et avec, voilà. Oui, mais... Ah ouais. Ah oui, mais alors, on a l'étape d'après, déjà. Ouais. Ouais. Pas toujours, hein, parce qu'on a peur que ça recircule. Hein. Ah ouais, ça, c'est encore autre chose. Bien sûr, ouais. Ouais. Mmh. Mais Gérard, Ouais, c'est vrai. C'est que là, c'est dans le processus de prélèvement cœur, c'est pas pour les autres. Mais oui, parce qu'il y a toujours le doute. Ouais. Sinon, on leur dit sur la pupillométrie avec l'iPhone, comme là, on ne mesure rien. 15%, t'as dit seulement. T'as que 15% problème de mesure. Est-ce qu'il y a de la littérature sur la couleur de l'iris pour montrer qu'il puisse y avoir des sous-groupes de patients à haut risque d'avoir une difficulté Parce que moi, c'est là-dessus que je vois beaucoup de mise en défaut. Hein. les pupilles petites, d'une part, et puis les iris noirs. Ouais. Bien sûr. Alors,
Non, mais tu as raison, on ne peut pas se passer d'une validation de qualité de la mesure, parce que pour en avoir fait beaucoup, il y a des fois, la caméra elle se pose sur un bout de pupille, et puis elle te donne un résultat, débrouille-toi. Et c'est pas bon. Il n'empêche que là, dans l'étude un peu plus récente là, qui a été faite, avec la reproductibilité, avec la mesure intra-inter-observateur, on a envie de dire, il y a quand même, c'est mieux que l'examen clinique. Hein. Et sur le papier qualité 2024, les opérateurs, ils avaient leurs résultats. Alors, ils étaient aveugles des résultats. Non, ils étaient en aveugle. Ils étaient en aveugle de leurs propres résultats. Oui. Ce qui est compliqué, vu que ça Oui, c'est compliqué. Ça fait partie des recommandations. Oui, alors, il y avait l'outil des recommandations, tu es un peu dans un cycle vicieux, là. Oui, je sais. Et il y avait la possibilité de sortir de l'aveugle, pour si jamais il y avait une décision thérapeutique à prendre, importante. Voilà. C'est-à-dire que c'était fait par quelqu'un qui n'était pas impliqué dans les soins, mais s'il voyait qu'il y avait quelque chose où l'équipe allait dans le mur, il communiquait. Au final, ça concerne 15% des patients. Il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on est passé d'une sensibilité qui était avec l'examen clinique de 10 à 13%, entre 15 et 18%. On a récupéré quelques patients. Oui. On n'a pas récupéré des centaines de patients. Il faut rester dans la mesure. Mais voilà. Je suis désolée. Je crois qu'on va devoir enchaîner pour rester dans les temps. Donc on a le plaisir de recevoir Vincent Cotenceau pour syndrome d'hyperactivité paroxystique sympathique. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité, puis pour la qualité des topos et de l'endroit ici qui est aussi magnifique qu'un peu intimidant. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'hyperactivité adrénergique paroxystique. Alors, il s'agit d'un syndrome qu'on rencontre très fréquemment dans les réanimations à visée neurologique, mais qui finalement est, je pense, relativement mal connu. Alors c'est un syndrome qui... C'est dans l'autre sens. C'est un syndrome qui a été décrit il y a maintenant plus de 70 ans par Penfield, dont on a déjà entendu parler hier dans les hydrocéphalies à pression normale. Et on a la chance d'avoir vu arriver il y a maintenant une dizaine d'années dans la littérature une revue de la littérature et une conférence de consensus qui a permis de définir un peu ce syndrome, de l'expliquer, de voir un peu la physiopathologie et de voir un peu les thérapeutiques et ce qu'on peut envisager aujourd'hui. Alors ce terme, il est assez barbare, hyperactivité adrénergique paroxystique. Il regroupe beaucoup de termes qu'on entend plus souvent dans les réanimations qui sont relativement impropres, mais vous avez entendu parler de crise neurovégétative, d'épilepsie diencéphalique, de dysautonomie neurovégétative et parfois d'orage sympathique. Alors d'emblée, je dois dire que c'est essentiellement le système, c'est uniquement d'ailleurs le système sympathique qui est médié dans ce syndrome. Il n'y a pas d'histoire d'épilepsie. L'épidémiologie, donc ça survient exclusivement chez des patients qui sont cérébrolésés. Ce sont toujours quasiment des patients post-traumatisés crâniens, 80%. On en retrouve aussi un post-anoxie, un petit peu dans les accidents vasculaires cérébraux, et puis il y a d'autres pathologies anecdotiques du système nerveux central, comme les méningoencéphalites. L'incidence de ce traumatisme, elle est relativement mal connue, avec une fourchette qui est très large, qui pourrait osciller entre 7 et 30%, autant dire que les études ne permettent pas d'avoir une réelle idée de l'incidence, parce que ce syndrome, finalement, il était mal défini initialement, et que peut-être c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir exactement combien de fois il occure. Les critères diagnostiques, d'abord ce syndrome, il va avoir tous les symptômes du cortège liés à l'activité sympathique, mais il s'inscrit aussi dans un contexte.
Alors les signes cliniques, ils sont relativement simples. Et dans la conférence de consensus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont défini une grille de cotation de ce syndrome. Et cette grille, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est simple. Et en plus, elle va permettre de savoir, de quantifier ces crises qu'on ne voit pas toujours dans les services de réanimation, et aussi de voir un peu l'impact des thérapeutiques qu'on peut faire, et de savoir ce qui peut être mis en place et quand. Alors c'est des signes très simples d'activité adrénergique, et on voit des signes cliniques qui sont souvent très impressionnants pour les soignants et aussi pour les familles. C'est vrai que c'est des choses qui font un peu peur. On a vraiment l'impression que ces patients sont vraiment pas bien à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'important, je pense, et c'est pour ça aussi qu'on va les traiter de façon importante. Alors c'est une tachycardie qui est souvent très intense, une polypnée. On observe souvent des mitriases bilatérales aréactives, une hypertension artérielle qui peut être très élevée. Mais vous pouvez aussi avoir une augmentation de la température centrale, des sueurs qui sont souvent un signe très impressionnant, des postures anormales comme de l'hypertonie, et puis des postures qui ressemblent vraiment à la décérébration. Ça peut ressembler à ce qui est un peu décrit dans le tétanos, un peu des fois des positions d'opisthotonos. Donc ce syndrome clinique, finalement, il s'inscrit dans un contexte, et en fait, on ne peut retenir le diagnostic que si le contexte est lié. Il faut que les signes cliniques soient simultanés. Ils sont paroxystiques, alors sans qu'on sache exactement combien de temps ils vont durer dans le temps. Et puis, ils sont liés à une suractivité du système sympathique. Alors ça démarre avec un trigger, c'est-à-dire que le patient va avoir un stimuli, pas forcément nociceptif, ou on dit peu nociceptif, et ça va entraîner une espèce d'explosion du système sympathique qui va durer de quelques minutes à quelques heures. Il n'y a pas dans le signe clinique de signe parasympathique durant l'événement, et c'est un syndrome qui doit durer plus de 3 jours de suite et pendant plus de 2 semaines après le traumatisme ou l'accident cérébral. Ça doit persister malgré les diagnostics différentiels. Alors dans les diagnostics différentiels, on pense surtout aux sédations, aux opioïdes ou aux benzodiazépines chez nos patients en réanimation. Et puis il faut avoir mis en place un traitement qui va traiter ce syndrome. Voilà à peu près donc la grille qui a été définie par Bagulet. Bagulet, c'est un Australien qui a beaucoup publié sur le sujet. J'ai quasiment envie de dire qu'il a fait 90% des publications sur le sujet et aussi les conférences de consensus. Et donc cette grille, vous pouvez assez facilement la transcrire dans vos centres. Elle permet d'objectiver et de voir un petit peu la réponse au traitement que vous mettez en place. La physiopathologie a été assez bien expliquée dans la conférence de consensus, puis dans une revue de la littérature qui a été publiée en 2017, qui permet un peu de comprendre ce syndrome relativement complexe. Alors, ce qu'il n'est pas dans un premier temps, donc ce n'est pas de l'épilepsie. Donc ça, au début, on a cru que c'était l'épilepsie, et notamment diencéphalique, ça a été totalement infirmé. Et donc, secondairement, on a montré que c'était un syndrome de déconnexion. Donc, le système nerveux autonome, donc sans faire l'affront de vous rappeler le système. Donc c'est le système sympathique, il va passer au niveau de la moelle épinière. Donc on verra que c'est important au niveau des thérapeutiques. Je pense notamment à l'utilisation du baclofène. Et il va y avoir un contrôle au niveau du système nerveux central supérieur qui va moduler la réponse. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un syndrome dit de déconnexion. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un trigger, donc d'une stimulation normale ou faiblement nociceptive, vous allez avoir un défaut complet de la rétro-inhibition qui devrait parvenir du système nerveux central supérieur. Et donc, vous allez avoir une suractivité du système sympathique excitateur. Et puis, cette physiopathologie, elle a été enrichie avec l'apparition d'un étage spinal. Et donc, on sait que cette rétro-inhibition se passe au niveau spinal, et donc il va y avoir un défaut du ratio sympathique excitateur et inhibiteur au niveau de la moelle épinière, avec donc un défaut d'inhibition dans l'interconnexion entre les neurones sympathiques activateurs, et vous avez donc une suractivité du système sympathique qui va arriver, donc je vous l'ai dit, suite à une stimulation standard ou faiblement nociceptive. Donc il y a une très belle iconographie qui a été faite dans le Lancet à ce sujet assez récemment. Donc défaut du système
du ratio excitateur-inhibiteur. Thérapeutique, beaucoup de médicaments, j'ai envie de dire quasiment tous les médicaments ont été utilisés dans ce syndrome, avec de façon assez décevante aucune étude randomisée contrôlée sur ce sujet. Ce sont toujours des cas cliniques, parfois des cas cliniques groupés, qui vont montrer une efficacité à l'utilisation des traitements. Alors, il y a plusieurs classes de traitements qui sont utilisés. Les deux principaux, ça va être la morphine et les bêta-bloquants. Avant de commencer les thérapeutiques, donc je vous ai dit que ce syndrome, il est activé suite à une stimulation standard ou faiblement nociceptive. Donc, il va falloir chercher les triggers, ce qui va enclencher ces crises d'hyperactivité adrénergique. Et donc, on cherche ce qu'on appelle l'épine irritative en réanimation, tout ce qui va embêter le patient, souvent traumatisé crânien, qui va entraîner ces crises. Alors, c'est des choses relativement simples. Ça peut être un globe vésical, ça peut être un fécalome, ça peut être une douleur, ça peut être un ostéome. Vous savez, ces lésions d'hyperossification hétérotopique chez les patients traumatisés crâniens qu'on retrouve assez fréquemment. Et puis parfois, c'est aussi des fractures qui sont passées inaperçues, tout simplement parce que la phase suraiguë du traumatisme crânien, on n'a pas forcément vu la fracture de cheville, mais il faudra en tout cas les traquer. Donc au niveau, donc ça c'est des ostéomes. Les cas cliniques, je vous l'ai dit, sont relativement pauvres. Donc la morphine, j'ai quand même retrouvé quelques cas cliniques très anciens. Et donc, ce sont des cas cliniques qui montrent que si on met en place de la morphine, ça va diminuer les signes d'hyperactivité adrénergique paroxystique. Et lorsqu'on l'enlève, les signes repartent. La seule limite de ça, c'est de savoir comment on peut faire la différence entre un sevrage aux opioïdes ou si c'est l'efficacité des opioïdes réellement dans ce syndrome qui a agi sur le traitement. Les bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants qui sont utilisés, c'est le plus ancien probablement, c'est le propranolol, parce qu'il est non cardiosélectif sans activité sympathomimétique indirecte. Et il y a quelques cas cliniques, c'est pas des grosses études, qui montrent que ça fonctionne sur la température centrale et sur les signes cliniques d'hyperactivité adrénergique paroxystique. Si vous utilisez les bêta-bloquants, et c'est quand même un des médicaments qu'on utilise très fortement dans ce cas-là, il faut utiliser le propranolol et pas les médicaments les plus récents parce qu'ils fonctionnent moins bien. Là aussi, il y a quelques publications. Donc l'utilisation du propranolol, donc j'ai exhumé quelques vieilles études qui montrent que lorsque l'on met ce médicament, vous allez diminuer d'une part le taux des catécholamines endogènes et les signes cliniques, et que si vous l'interrompez puis vous le réintroduisez, vous avez une diminution puis une augmentation des signes cliniques. D'autres médicaments ont été utilisés, donc je vous ai dit, c'est un peu l'almanach à l'après-vert. Les sympathomimétiques directs alpha-agonistes comme la clonidine, ça a montré au moins dans un cas clinique que ça fonctionnait pour traiter les crises d'hyperactivité adrénergique. Plus récemment, donc je ne prononcerai pas le nom du médicament parce que je n'y arrive jamais, le Dexdor, qui est plus récent, lui aussi a montré une efficacité dans ces cas cliniques. Attention néanmoins aux effets secondaires, on pense notamment à la bradycardie, qui peut être relativement importante et difficile à traiter. Un dernier médicament, un avant-dernier médicament d'intérêt qui peut être utilisé dans ces crises. Alors, c'est vraiment lié à la symptomatologie. Les médicaments qu'on va essayer, ça va répondre plus ou moins à traiter des symptômes chez les patients. Et la bromocriptine, elle pourrait avoir un intérêt pour traiter l'hyperthermie centrale ou l'hypersudation chez ces patients, sans qu'on comprenne d'ailleurs exactement la façon dont ça peut fonctionner sur le plan physiopathologique. D'autres médicaments qui sont utilisés que je passe parce que finalement ils sont relativement abandonnés. Les benzodiazépines fonctionnent. Là encore, il y a beaucoup d'empirisme dans leur utilisation. La gabapentine a été utilisée aussi. Et puis je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur le baclofène. Alors le baclofène, vous le savez, c'est un agoniste des canaux GABA-B dont les récepteurs sont situés au niveau de la moelle épinière. Et on comprend bien dans la physiopathologie du syndrome que ce médicament peut avoir un intérêt pour rééquilibrer ce ratio excitato-inhibiteur, parce que la gabapentine, finalement, elle va interagir entre l'interconnexion neuronale, notamment au niveau sympathique.
La gabapentin, l'urézal, pardon, qu'il existe à la fois péros et intratécal. Comme les récepteurs sont au niveau intratécal, on comprend que la forme péros, qui a une très mauvaise biodisponibilité, ne permettent pas vraiment de traiter ces crises. Donc la forme péros, elle fonctionne très mal. Par contre, la forme intratécale, elle a montré un intérêt dans ce syndrome. Vous connaissez le baclofène intratécal pour son utilisation sur la spasticité chez les blessés médulaires. Ça a été utilisé essentiellement, initialement là-dessus. Mais il y a aussi des cas cliniques groupés d'une étude qui a été réalisée d'ailleurs à Bordeaux, qui s'est intéressée à l'efficacité de la forme intratécale pour traiter ces crises d'hyperactivité adrénergique paroxystique. Ça semble bien fonctionner. Les auteurs, ils ont été assez loin même dans leur discussion, parce qu'ils imaginent même que, en fait, traiter les crises d'hyperactivité adrénergique paroxystique peut permettre d'améliorer le pronostic neurologique de patients. Ils estiment même qu'il y en a vu des patients passer d'un état d'éveil non répondant à un état de patient post-relationnel, donc peut-être une amélioration neurologique. C'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas des études randomisées contrôlées et peut-être que ce n'était que l'évolution naturelle du traumatisme crânien. Le problème avec le baclofène, ce sont les complications. Et donc si les formes péros ont des complications nombreuses mais relativement pas graves, le baclofène intratécal expose à des complications importantes. Et notamment, on parle assez souvent, et j'ai vu des cas cliniques rapportés qui étaient assez nombreux, sur des complications qui sont liées à des dysfonctions de la pompe, avec des sevrages intempestifs trop rapides, soit parce que la pompe était vide, soit parce que la pompe s'est déconnectée. Et ça, il a été montré que ça pouvait mettre en jeu le pronostic vital du patient. Il y a même des protocoles qui ont été établis pour pouvoir pallier à cette dysfonction aiguë, donc soit apporter la forme intratécale le plus rapidement possible, mais on imagine que c'est parfois compliqué d'aller faire mettre un cathéter intratécal en rééducation, soit donner une forme péros avec toutes les limites de la forme péros. Et puis la principale complication la plus redoutée de la mise en place de ces pompes intratécales, c'est qu'elles s'infectent. Et elles s'infectent vraiment très souvent. Tous ceux qui en ont dans son service s'en sont rendus compte. Dans la publication que je vous citais tout à l'heure, on cite jusqu'à 30% d'infections suite à la pose de ces pompes. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut les reposer. Et si on ne met pas en place ces pompes, le malade il a quand même une dégradation neurologique très importante par rapport à ce qu'il vivait avant. La synthèse des traitements a été publiée un peu comme ça, et c'est une synthèse de traitement qui finalement est essentiellement symptomatique en fonction de la prédominance des symptômes que vous avez. Et pour terminer, finalement, quelle est la morbidité de ce syndrome ? Ça, on ne le sait pas trop. Très probablement qu'il y a une morbidité qui est liée à l'augmentation du taux des catécholamines, de la température centrale avec une très nette augmentation du catabolisme chez ces patients. Néanmoins, la morbidité dans les études, elle est controversée. Et il y a autant d'études qui disent que c'est NS que d'études qui disent que ça augmente la morbidité. L'avis d'expert, je vous le donne comme tel, dans la revue de la littérature du Lancet, c'est que c'était un facteur de risque indépendant de mauvais devenir. Et je crois quand même qu'un avis d'expert est relativement intéressant dans ces syndromes où on n'aura probablement jamais d'études vraiment plus poussées à ce sujet. Les conséquences de l'hyperactivité adrénergique paroxystique, c'est que vous avez, on l'a dit, une augmentation du catabolisme énergétique très importante. Et je vous cite ici un cas clinique qui a montré plus de 300% d'augmentation du métabolisme énergétique chez un enfant. Ça m'a un peu entré en résonance en me disant que ça pouvait rentrer dans l'explication de ce qu'on voit en termes de dénutrition des patients traumatisés crâniens. Vous savez que les traumatisés crâniens à la phase subaiguë, ils ont une espèce de syndrome de résistance à la nutrition, qui vont avoir des déperditions, des déperditions de poids qui vont être très importantes, malgré des apports caloriques qui sont adaptés.
Et donc, bah oui, bien sûr, si ça consomme 300% de la prédiction, il va être difficile d'apporter 6000 calories à un patient. En tout cas, on n'imagine pas qu'il puisse l'assimiler. Et on peut néanmoins comprendre que ça participe à la dénutrition de ces patients. La dernière conséquence qui m'interroge sur l'hyperactivité adrénergique paroxystique, bah, c'est est-ce que ça peut masquer un état de conscience sous-jacent ? Donc ça, c'est une vraie question, et moi, ça m'interroge lorsque des patients ont ces crises et qu'on décide de faire une limitation de soins. Est-ce qu'on est en droit de faire une limitation de soins sans avoir auparavant traité ces crises? Et si oui, on décide de traiter ces crises, bah, ça va prendre des semaines, voire des mois avant de pouvoir les contrôler et avant de pouvoir prendre une décision thérapeutique. En tout cas, je pense que c'est difficile. Si ces patients font ces crises, même si on sait que c'est un facteur pronostic de gravité du traumatisme crânien, d'examiner le patient neurolésé, de prendre des décisions éthiques le concernant. Donc en conclusion, en take-home message, je dirais qu'il est intéressant de pouvoir comptabiliser les crises d'hyperactivité adrénergique paroxystique en utilisant des échelles. Ça permet de les objectiver, de les voir là où parfois elles ne sont pas reconnues dans la journée comme telles, par les équipes soignantes qui vont se succéder, et ça permet de voir un petit peu la réponse aux thérapeutiques. On va, lorsqu'elles arrivent, rechercher une épine irritative, donc on va rechercher les ostéomes, on fait des radios systématiques du bassin et des grosses articulations, on va essayer des traitements d'épreuves de douleur ou de sevrage, et puis on recherche aussi des factures non diagnostiquées, on recherche un fécalome, on recherche un globe urinaire. Et en termes de thérapeutique, donc les deux premiers médicaments qui sont utilisés, c'est l'avlocardil et la morphine. Pas d'utilisation du Lurésal-Péros. Et au bout de 15 jours, puisque c'était finalement le protocole qui avait été proposé chez nous, si le patient continue à avoir des crises d'hyperactivité adrénergique malgré un traitement bien conduit, c'est le moment où on va proposer d'implanter une pompe à baclofène sur une discussion entre les neurorééducateurs et les neurochirurgiens et la famille prévenue aussi des complications potentielles. Et c'est à ce moment-là qu'on va probablement mettre en place ces pompes. Je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Un problème de tous les jours pour lequel on n'a pas trop de solutions. Vous, catapressant, vous n'utilisez pas du tout dans votre structure? Si, on l'utilise. Ouais. En plus, si jamais il y a des sevrages, ça fait le double emploi en fait. Ouais. Est-ce qu'on a des questions? Merci pour la présentation. C'est une question, pour échanger un petit peu avec vos pratiques, c'est la grande question des troubles de la conscience sous-jacents qu'on se pose de tous. Nous, en pratique, j'ai l'impression qu'on réfléchit en se disant soit on a beaucoup de facteurs de mauvais pronostics, une imagerie qui est problématique et d'autres examens, et dans ce cas-là, on va peut-être pas attendre très longtemps, mais lorsqu'on n'a pas d'autres éléments, on se donne davantage de temps, mais combien de temps, c'est la grande question, et je sais pas, voilà, je voulais savoir comment ça se passe chez vous quand vous êtes confronté à ce type de situation. Alors déjà, moi j'ai l'impression d'en voir moins qu'avant. Alors je ne sais pas s'il y a une relation vis-à-vis de ça, mais ça ne répond pas vraiment à la question. Moi ça me pose un vrai problème, parce que je trouve que la clinique finalement c'est la première chose que je vais regarder dans une réflexion éthique, et si je ne peux pas avoir le CRS parce qu'il est masqué par ces crises d'hyperactivité adrénergique, ça va être un problème. Après, bien sûr, si tous les autres paramètres sont péjoratifs, bien évidemment qu'on ne va pas prolonger inutilement les choses, mais je n'ai pas vraiment de solution, ça m'embête vraiment. Ouais. Merci Vincent pour le topo. Est-ce que dans la revue de la littérature que tu as faite, tu as trouvé des choses sur une activation chronique? Alors, pas d'activation paroxystique, mais une activation chronique du système sympathique. Parce que je suis frappé de voir qu'en SRPR, les rééducateurs, ils mettent assez souvent les traumas crâniens agités sous bêta-bloquants. Et de temps en temps, avec des résultats assez surprenants. Tu as vu des choses là-dessus? Parce que le mécanisme est probablement le même. Le mécanisme est probablement le même.
Sauf que là, finalement, la physiopathologie, ils expliquent que très probablement, il y a une balance du ratio sympatho-inhibiteur sur le plan spinal qui va revenir à la normale au bout d'un moment, d'où les caractères paroxystiques. Donc je ne suis pas sûr finalement que ces crises puissent réellement être continues. Est-ce qu'il y a des lésions anatomiques, des régions lésées au niveau cortical qui sont particulièrement associées avec un risque d'hyperadrénergie, on va dire, un peu comme dans le Takotsubo, où on voit qu'il y a des zones en fait, qui sont plus associées à ça? Et est-ce que c'est finalement la même histoire qui se déroule depuis le début, une énorme activation initialement, puis une dépression, puis après une dérégulation? Comment tu vois les choses? Alors sur le plan anatomique, j'ai oublié d'en parler dans le topo, il n'y a pas de réelle zone qui a été mise en évidence, c'est plutôt quelque chose de diffus, il n'y a vraiment pas une lésion univoque qui ait pu être expliquée. On parle néanmoins beaucoup du corps calleux dans ces lésions, et puis on sait que ça arrive le plus souvent dans les lésions axonales diffuses, donc on imagine bien que c'est quelque chose de relativement disséminé. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Donc il n'y a pas de lésion cérébrale univoque. Et après, dans l'histoire de la maladie, en fait, il y a une résolution de cette maladie naturelle assez souvent. Donc on peut imaginer que je pense qu'il y a une espèce de plasticité qui se passe au niveau de la moelle épinière, notamment pour refaire une espèce de balance. Et donc dans le temps, oui, je pense que ça s'amende. Et au départ, c'est explosif. Et au fur et à mesure, ça doit diminuer dans le temps. La remarque que tu as faite sur le problème éthique que ça génère, c'est qu'en fait, pour les soignants, et j'en fais partie, ça signe quand même un réel inconfort du corps. Oui. Et une partie des soignants en fait sont prêts à baisser les bras ou à sédater les patients juste devant cet inconfort. C'est très compliqué en fait de contredire cet argument-là, sachant qu'en plus on sait tous que c'est souvent un argument de mauvais pronostic qui, alors évidemment on doit être multimodal, mais rentre dans la multimodalité de l'évaluation de nos patients. Donc c'est vrai que là ça nous met dans une situation éthiquement pas simple. Parce qu'en vrai, on a envie quand même de générer du confort pour nos patients, donc finalement les sédater et se retrouver dans l'impossibilité de les évaluer correctement. Je pense que il y a un effet tordu et compliqué à gérer dans nos systèmes. Ouais, je suis complètement d'accord. Si on traite les crises adrénergiques paroxystiques alors que la famille, au vu des signes cliniques, était probablement prête à un arrêt des soins et qu'on les gomme, on peut avoir complètement retourné la situation. Oui, c'est un vrai problème. Ouais. Très bien, on remercie tous les orateurs des excellents topos et on se donne rendez-vous, alors peut-être qu'on décale légèrement à moins le quart, alors la reprise à 13h45, du coup pour reprendre la deuxième partie. On se retrouve à 13h45, je vais vous réafficher les QR codes pour les deux enquêtes de pratique sur l'éthique et sur l'utilisation du Cangrelor. Il reste un atelier sur la compliance cérébrale et les tests de perfusion avec Laurent Gergelet entre midi et 2 s'il y en a que ça intéresse. Et puis on se retrouve tout à l'heure.